Alors aujourd'hui, nous allons voir la pensée transversale et les modèles mentaux en investissement. Celui qui était spécialiste de ça, c'était Charlie Munger, l'illustre associé de Warren Buffett. Ici, celui-ci ne nous a pas laissé beaucoup d'ouvrages, il nous a laissé un magnifique ouvrage qui est un pavé et qui s'appelle Pour Charlie's Almanac, en français l'almanach du pauvre Charlie. C'est notamment en grande partie dans un chapitre de cet ouvrage que je me suis inspiré pour vous parler de la pensée transversale et des modèles mentaux en investissement. Mais vous allez voir que cette façon de réfléchir et de raisonner peut aller beaucoup plus loin qu'améliorer simplement vos talents en investissement et ça peut même vous servir globalement dans plein d'aspects de votre vie. Charlie Munger a beaucoup appris sur le monde et il appelle modèles mentaux les idées principales des grands domaines. Il souligne l'importance de l'apprentissage pluridisciplinaire et de la connexion des grandes idées dans un treillis, dans une sorte de treillis ou de réseau où les idées peuvent interagir les unes avec les autres. Alors nous allons discuter du concept général d'un treillis de modèles mentaux. Nous allons partager une liste synthétisée des modèles mentaux qu'il mentionne tout au long du livre et puis nous discuterons dans la fin de cette vidéo de modèles spécifiques pour voir comment ils s'appliquent au monde réel. Alors qu'est-ce que c'est qu'un réseau de modèles mentaux ? Eh bien en fait, la méthode d'apprentissage inférieur consiste à apprendre des faits isolés qui existent entièrement dans des silos qui sont séparés entre eux. Vous pouvez réciter les faits, mais vous ne connaissez pas les idées qui les sous-tendent et vous ne pouvez pas appliquer ces idées pour résoudre des problèmes dans la vie réelle. Finalement, il s'agit là d'un échec de l'apprentissage par cœur qui est courant dans de nombreux systèmes éducatifs nationaux. Alors Munger, il affirme que la meilleure façon d'apprendre est d'apprendre de nombreux modèles mentaux, puis, dans un second temps, de les assembler en un treillis connecté. On peut avoir l'image d'un treillis ou l'image d'un réseau, c'est un peu la même chose. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un modèle mental ? Alors, on peut considérer les modèles mentaux comme des idées importantes dans un domaine donné, mais qui gardent une grande pertinence en dehors de ce domaine en lui-même. Par exemple, l'idée de masse critique vient de la physique. Dans le domaine de la physique, l'idée de masse critique, elle se rapporte spécifiquement à la masse nécessaire pour soutenir une réaction nucléaire en chaîne. C'est-à-dire que si vous avez moins que la masse critique, une réaction en chaîne ne se perpétuera pas. Mais ce concept s'applique généralement en dehors de la physique. Métaphoriquement, il peut s'appliquer à la masse minimale nécessaire pour démarrer un cycle vertueux, comme le nombre minimal d'utilisateurs nécessaires pour faire décoller une application de réseau social, par exemple, si on parle d'entrepreneuriat. Donc on va aborder une liste de modèles mentaux plus loin, mais pour donner une brève illustration, d'autres exemples peuvent inclure la marge de sécurité de l'ingénierie, que l'on connaît bien en bourse, les intérêts composés des mathématiques, ou encore les boucles de rétroaction de la biologie. Tous ces modèles sont issus d'un domaine étroit, mais ils ont une pertinence métaphorique en dehors de ce domaine. Et c'est pour ça qu'on peut apprendre de ces nombreux modèles mentaux. En fait, il faut considérer ces modèles mentaux comme des outils dans votre boîte à outils. Plus vous avez d'outils, plus vous pouvez en utiliser pour résoudre le problème. En revanche, si vous ne disposez que d'un ou deux outils, vous déformerez la situation pour qu'elle puisse être résolue avec ces seuls outils. Et vous parviendrez à une solution sous-optimale. C'est un peu comme le problème du marteau et du clou. Pour les personnes qui ont un marteau spécifique qu'elles aiment utiliser, eh bien tout dans le monde va ressembler à un clou. Donc c'est pourquoi, pour pouvoir utiliser ce réseau et construire votre réseau de modèles mentaux, eh bien vous devez dans un premier temps apprendre des modèles dans différents domaines. Alors les meilleures idées du monde, elles existent dans chacun des grands domaines. Aucun département universitaire ne possède à lui seul toutes les réponses à tous les problèmes. Et donc pour devenir l'expert en résolution de problèmes le plus polyvalent possible, vous devez rassembler des modèles mentaux provenant de tous les grands domaines d'études. Alors le monde universitaire moderne a tendance à cloisonner les domaines d'études dans des départements isolés. Les idées restent étroitement définies et les experts du domaine restent largement dans leur coin. Selon Charlie Munger, c'est la raison pour laquelle un professeur de littérature peut être estimé dans son domaine, mais être considéré comme totalement imprudent dans d'autres aspects de sa vie. La même balkanisation s'applique en fait à de nombreux environnements d'entreprises modernes. Les fonctions individuelles telles que le marketing et le produit sont divisées et cloisonnées, de sorte qu'elles ne communiquent rarement entre elles et se disputent le territoire. Or, lorsque des modèles issus de différents domaines travaillent ensemble, cela peut donner des résultats surprenants que les autres ne voient pas. Par exemple, de nombreuses idées révolutionnaires sont nées de la combinaison inhabituelle d'idées provenant de deux domaines différents.
L'économie comportementale est née de la combinaison de la psychologie d'une part et de l'économie d'autre part. La génomique est née de la combinaison de la biologie moléculaire et de l'informatique. On peut trouver tout un tas d'exemples comme cela. Donc pour constituer votre treillis de modèles mentaux, comment vous allez faire? Eh bien, au fur et à mesure que vous accumulerez ces idées, vous commencerez à les relier entre elles. Par exemple, vous pourriez commencer à voir de plus en plus comment les fluctuations des marchés boursiers sont une combinaison de biais psychologiques, l'aversion à la perte, la preuve sociale, des choses comme ça, de boucles de rétroaction en biologie, de masse critique en physique et de marché aléatoire en mathématiques. Ces idées reliées entre elles forment un treillis de modèles mentaux. Donc dans la pratique, des idées inhabituelles peuvent être combinées pour résoudre des problèmes de manière intéressante. Munger donne dans le livre un exemple de la façon dont les concepts économiques, d'une part de l'avantage comparatif de Ricardo et d'autre part de la manufacture d'épingles d'Adam Smith, se sont croisés. En bref, l'avantage comparatif décrit comment, dans un marché libre, les agents qui ont un avantage dans la production d'un bien auront tendance à en produire davantage. La fabrique d'épingles d'Adam Smith, quant à elle, illustre l'avantage de la division du travail. Les deux sont de nature très différente. L'avantage comparatif naît sans planificateur central, tandis que la fabrique d'épingles naît grâce à un planificateur central. Munger prend l'exemple de l'une des sociétés de Berkshire Hathaway, qui possédait un hôtel à Los Angeles, et cet hôtel s'était détérioré, ainsi que son quartier, à cause de gangs et de trafic de drogue qui sévissaient dans le coin. Donc la propriété ne valait pratiquement plus rien, car les gens refusaient d'y séjourner. Donc si l'entreprise avait essayé de résoudre ce problème par la force brute, elle aurait probablement recherché toutes sortes de moyens de rénover l'établissement, de le commercialiser auprès de nouveaux clients ou d'intervenir pour améliorer le quartier. Au lieu de cela, l'entreprise a mis l'hôtel en vente pour voir si le marché libre avait un meilleur plan pour lui. Et c'est alors qu'est arrivé un entrepreneur qui avait un modèle d'entreprise inhabituel. Il construisait des hôtels pour les personnes âgées qui venaient en avion et voulaient visiter les attractions touristiques de Los Angeles comme Disneyland. Donc tous ces clients étaient transportés en bus de l'hôtel aux attractions, de sorte que ceux-ci ne se souciaient pas de ce à quoi ressemblait le quartier environnant. Finalement, ils n'étaient pas là pour y vivre, ils étaient complètement isolés du début à la fin et ils n'avaient aucun contact avec le quartier environnement qui s'était dégradé. Donc du coup, cet homme était prêt à payer plus que n'importe qui pour l'hôtel que vendait Berkshire Hathaway. Donc Charlie Munger, il explique que c'était finalement une combinaison amusante de deux modèles économiques, des deux modèles que l'on a cités précédemment, puisqu'il avait une usine d'épingles optimisée, que l'entreprise n'avait pas, mais l'entreprise a trouvé cet homme grâce au marché libre de Ricardo. Donc maintenant qu'on a bien vu un peu la théorie, on va passer aux exemples. Notamment, il y a dans le livre une liste de modèles mentaux qui sont suggérés directement par Charlie Munger dans son discours de l'almanach du pauvre Charlie. Alors, il ne s'agit pas d'un ensemble complet de modèles mentaux à connaître, mais ça va vous faire un bon point de départ pour illustrer de quoi on parle et puis essayer de vous faire votre propre caisse à outils. Alors, sachant que dans cette liste, on va vraiment aller dans beaucoup de disciplines. Il va s'étendre largement à des disciplines que l'on n'imaginerait pas interagir entre elles, comme l'économie et la physique. Chaque discipline a des idées spécifiques qui sont pertinentes en dehors de la discipline. Alors d'abord, avant qu'on rentre dans vraiment un peu la liste des disciplines scientifiques et des exemples de disciplines scientifiques, il y a quelque chose qui est d'un aspect très général et que Munger conseille de mettre dans sa boîte à outils, c'est les effets de second et de troisième ordre. En fait, lorsque les gens étudient les effets d'un changement, ils étudient souvent les effets immédiats et directs, ce qu'on appelle les effets de premier ordre. Ils ignorent cependant les effets en cascade qui peuvent se produire par la suite, à savoir les effets et les effets de ces effets. C'est ce qu'on appelle les effets de deuxième ordre et de troisième ordre. Et cela peut entraîner des conséquences imprévues qui vont parfois à l'encontre de l'objectif initial du changement. Munger donne l'exemple de la planification du budget pour la création de Medicare en 1965. Tous les économistes et experts supposés intelligents ont examiné le coût des soins de santé dans le passé, puis ils l'ont extrapolé pour estimer le coût de la couverture de tous les nouveaux patients. Pourtant, cette estimation, elle était erronée d'un énorme ordre de grandeur, parce que ce que ces planificateurs avaient négligé de faire, c'était de penser aux effets de second ordre. Quand on offre de généreuses prestations de soins, de santé et de nouvelles incitations, eh bien finalement, ça modifie le comportement des patients et des praticiens. Et donc la médecine a mis au point toutes sortes de nouveaux traitements qui sont venus être couverts par le programme richement financé, et les patients, eux, les ont de plus en plus recherchés. Et en fait, les coûts ont explosé et les prévisions ont été déplacées de plus de 1000% par rapport à ce qui était prévu. Pour prendre des époques encore un peu éloignées, Munger donne un autre exemple des conséquences du commerce avec la Chine à l'époque où la Chine était encore un pays pauvre en développement.
Du point de vue de l'avantage comparatif de Ricardo, cela semble aller de soi. Un pays riche comme les États-Unis bénéficiera du travail et du talent de plus d'1 milliard de personnes en Chine, les deux pays semblant prospérer. Mais la Chine profitait sans doute davantage du commerce que les pays riches, puisque si elle se mettait à absorber toutes les technologies qui avaient donné aux pays riches leur avantage, eh bien, bientôt, la Chine se mettrait à prospérer davantage que ceux-ci. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Si je prends des exemples plus contemporains, et on peut même parler de la France, hein. Typiquement, en immobilier, en investissement immobilier, les lois qui protègent les locataires, les gouvernements qui les ont fait n'ont pensé qu'aux effets de premier tour, en fait. Puisque vous protégez les locataires, mais ils oublient que plus on protège les locataires, plus les propriétaires de leur côté vont prendre ceinture, bretelles et parapluie quand ils louent leurs biens. Et c'est là que nos amis en CDD, en intérim, se retrouvent à avoir du mal à louer un logement. Qu'est-ce qui se passe à l'arrivée quand on fait ça? Eh bien, on est obligé de recorriger l'effet de second tour en faisant des dispositifs comme Visal pour offrir une caution gratuite aux gens qui n'arrivent plus à louer. C'est exactement un peu la même chose quand on augmente les impôts et qu'on fait un budget au niveau du gouvernement. Eh bien, on va calculer la hausse de recettes, toutes choses égales par ailleurs, en oubliant qu'il y a l'effet de l'affaire et que les gens s'adaptent. C'est-à-dire que si on monte le taux d'imposition à un niveau trop élevé, eh bien, les gens se mettent à travailler moins et en fait, eh bien, l'assiette change et finalement, en augmentant de 10% les impôts, on ne récupère pas 10% de recettes en plus, mais on en récupère peut-être que 2 ou 3%. Alors, qu'est-ce qu'on a finalement quand on passe aux disciplines maintenant? Alors, on peut parler des mathématiques, par exemple, pour commencer dans cette liste de disciplines dont on peut tirer des modèles mentaux. Alors, notre cerveau a évolué pendant des millions d'années, mais les mathématiques et les calculs ne sont apparus que relativement récemment. Et en fait, du coup, les mathématiques ne sont pas naturelles pour notre cerveau. Nous avons tendance à utiliser de simples heuristiques et approximations au lieu de calculer rationnellement des nombres. Et c'est justement parce qu'elles ne sont pas naturelles que vous devez les pratiquer régulièrement, de la même manière que vous devez pratiquer un mouvement de natation qui ne vous semble pas naturel au début. Alors, qu'est-ce qu'on a comme modèles mentaux dans les mathématiques? Bon, on a d'abord tout ce qui est un peu simple, on va dire les nombres, les quantités, l'arithmétique de base. Ensuite, on a les intérêts composés, qu'on peut retrouver et qu'on connaît bien en investissement et en finance, mais qu'on peut retrouver dans la vie de tous les jours, hein. C'est le fameux effet cumulé. Si vous travaillez un petit peu à améliorer votre couple tous les jours, eh bien, à la fin, vous aurez sûrement une relation qui sera saine sur la durée. On a tout ce qui vient en fait des mathématiques de probabilité, les permutations, les combinaisons. On a ensuite tout ce qui a trait à la comptabilité. On va ensuite avoir les arbres de décision. Donc, qu'est-ce que c'est finalement en maths, un arbre de décision? Dans l'analyse décisionnelle, en fait, ça va être quelque chose qui va être en forme d'arbre avec des branches, etc. qui descendent. On va avoir finalement un diagramme d'influence qui est étroitement lié et qui est utilisé comme un outil visuel et analytique d'aide à la décision. Où finalement, dedans, on va avoir des valeurs attendues ou des utilités attendues et ça va nous permettre de comparer et de calculer entre elles des alternatives concurrentes. Et enfin, en maths, on peut avoir la distribution gaussienne qu'on connaît bien, la fameuse courbe en cloche. Donc en psychologie, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On va avoir le biais dû à l'incitation, hein. Charlie Munger disait que finalement l'incitation et les incentives, c'est un peu ce qui gouverne le monde. Et quand on essaie de comprendre pourquoi quelqu'un agit d'une telle façon, il faut toujours se demander quel incentive il a. On a le parti pris du marteau et du clou dont on a parlé. On a de faire appel à l'intérêt personnel d'une personne. On sait que quand on fait appel à l'intérêt personnel d'une personne, c'est un bon moyen de conviction. On a le principe de cohérence qu'il faut connaître. Les gens vont agir pour être cohérents avec ce qu'ils ont fait précédemment. On a le système de preuve sociale. Moi, je l'ai vu notamment sur mon livre immobilier. Quand je l'ai lancé, qu'il a commencé à bien marcher, qu'il y a eu de plus en plus de commentaires, ça a fait effet boule de neige, puisque plus il y avait de commentaires, plus il y avait de ventes, plus on avait encore de commentaires. Et il y avait un effet preuve sociale avec ces commentaires, qu'il a aujourd'hui toujours, puisque finalement, aujourd'hui, c'est le livre finalement le plus vendu sur l'immobilier locatif en France. Mais quelqu'un qui ne me connaît pas et qui va juste voir le livre, il ne sait pas forcément que c'est le livre qui a été le plus vendu en France sur l'immobilier locatif. Par contre, quand il va sur Amazon, qui cherche un livre immobilier et qui voit que mon livre, il a plus de 4000 commentaires, que le suivant, il en a un peu plus de 1000, et puis qu'après, on est dans l'ordre de la centaine, eh bien, il se dit, voilà, il y a preuve sociale, si je veux prendre un livre, c'est potentiellement celui-là. C'est un peu comme ça que ça marche, la preuve sociale. Donc, on a aussi les coûts irrécupérables. Donc les coûts irrécupérables, c'est, vous savez, quand vous avez déjà engendré des coûts, même si ils n'ont pas de pertinence pour la décision future, vous allez psychologiquement avoir tendance à les prendre en compte. Je dis n'importe quoi, vous avez commencé à réparer quelque chose, bon, ça recasse, rationnellement, il faudra arrêter de le réparer parce que ça vaut plus le coup.
à partir de là, mais vous vous dites oui, mais j'ai déjà engagé tant de réparations dessus, donc je vais quand même refaire la réparation, sinon finalement je vais perdre ces coûts irrécupérables que j'avais déjà engagés. Alors c'est pas rationnel, mais psychologiquement on a tendance à agir comme ça. On a le biais de première conclusion ou de première impression, on a la folie des foules, on a le principe de réciprocité en psychologie. Donc vous savez, le principe de réciprocité, c'est quand on vous donne un petit gâteau gratuit, parfois quand vous rentrez dans une confiserie, bah, vous avez tendance à vous sentir coupable, du coup vous avez eu un truc gratuit, et bah, à vous sentir redevable de devoir acheter quelque chose. C'est un peu le même principe de la personne qui dans la rue vous tend quelque chose et puis vous le donne, et après en échange il espère que vous allez écouter son baratin. Donc c'est ça un peu le principe de réciprocité. Et ensuite on a le qui, quoi, où, comment, pourquoi. Donc en anglais on appelle ça le principe des 5 W. Donc voilà un peu pour la psychologie. Donc maintenant si on passe à l'ingénierie, on va avoir comme modèle mental le système de sauvegarde ou de redondance. Alors on met dans l'ingénierie, on pourrait mettre dans l'informatique. On a la notion de point d'arrêt. On a la notion de marge de sécurité. Comme on dit, la marge de sécurité, quand vous construisez un pont qui est interdit au moins de 19 tonnes, en pratique, le pont il résiste jusqu'à 50 tonnes. Donc c'est ça qu'on appelle la marge de sécurité. Et que justement les investisseurs value, et notamment Benjamin Graham, ont remis ce concept pour la bourse en disant que si on achetait une action en dessous de sa valeur intrinsèque, eh bien on avait une marge de sécurité en cas d'événements défavorables et imprévus au moment de l'analyse. En sciences physiques, eh bien, on a la masse critique, par exemple, dont on a parlé tout à l'heure dans le nucléaire. On va avoir aussi le concept, le modèle mental d'autocatalyse, que l'on peut retrouver dans d'autres domaines. Alors, qu'est-ce que c'est l'autocatalyse ? Bien, en chimie, on parle d'autocatalyse lorsqu'une réaction chimique produit un catalyseur pour la même réaction. Plus généralement, en fait, il s'agit d'une sorte de boucle de rétroaction positive, c'est-à-dire que plus la réaction se déroule, plus elle s'accélère. Et pour illustrer son propos, Charlie Munger, il évoque la précieuse propriété intellectuelle de Disney. Lorsqu'un nouveau support arrive, comme les vidéocassettes qui ont précédé les DVD, eh bien Disney n'a pas besoin d'inventer quoi que ce soit de nouveau. Finalement, il a des films, il lui suffit de rééditer ces films sur le nouveau support pour gagner beaucoup d'argent. Les gens qui les avaient potentiellement en VHS veulent les avoir en DVD parce qu'ils sont en train de jeter leur magnétoscope. Et donc, en termes de boucle catalytique, finalement, on peut imaginer que cet argent qui tombe tout seul dans la poche de Disney, avec la vente de nouveaux médias de films qu'il a déjà, Disney va pouvoir utiliser cet argent gagné sur le nouveau support finalement pour investir dans la création de nouveaux films qui pourront ensuite se repropager sur de nouveaux supports et on aura une auto-catalyse comme ça avec une boucle de rétroaction chaque fois qu'il y aura des nouveaux supports. Et enfin, l'autre aspect en sciences physiques qu'on peut avoir, c'est l'équilibre. En sciences physiques, on a les fameux équilibres stables, c'est quand on met un espèce de U à l'endroit avec une bille qui oscille et qui revient au point central. Où on a l'équilibre instable, c'est si on a eu un U à l'envers et que là on met la bille au-dessus du U, bah, elle va tomber d'un côté ou de l'autre, elle est en équilibre, elle peut rester en équilibre en haut, mais dès qu'on met un petit mouvement, elle est en équilibre instable et on ne va pas retrouver le point d'équilibre, contrairement à l'équilibre stable. On a ensuite tous les modèles mentaux de l'économie. Alors quand on parle économie, finalement, avec l'investissement, qui est notre sujet ici, c'est moins de la pensée transversale, mais justement, on peut faire cette pensée transversale. Je disais que ça n'allait pas vous servir que pour l'investissement, on peut faire cette pensée transversale dans le sens inverse. Les modèles mentaux que vous avez directement de l'économie et de l'investissement, les appliquer à d'autres domaines de la vie. Je l'ai fait moi tout à l'heure, juste avant dans la vidéo, de façon involontaire finalement, en parlant d'intérêt composé, qui est un concept mathématico-économique, en disant que l'effet cumulé, il marche aussi dans votre vie de tous les jours. Donc on a tout ce qui est en économie, avantages et inconvénients de l'échelle. On a l'effet de richesse. L'effet de richesse, c'est le changement dans les dépenses qui accompagne un changement dans la richesse perçue. Habituellement, un effet de richesse, c'est quelque chose de positif puisque les dépenses changent dans la même direction que la richesse perçue. On a le coût d'opportunité dont on a parlé. On a le coût d'opportunité dont on a parlé. Les incitations également. On peut avoir la tragédie des biens communs. Donc la tragédie des biens communs, vous savez, c'est le concept qui stipule que si de nombreuses personnes bénéficient d'un accès sans entrave à une ressource limitée et précieuse, comme un pâturage par exemple, elles vont avoir tendance à en abuser et pourraient finir par en détruire complètement la valeur. Et même si certains utilisateurs faisaient preuve de modération, dans son ensemble, ça ne fonctionnerait pas parce que les autres utilisateurs se contenteraient de les remplacer, dans leur abus finalement. Et le résultat prévisible, donc c'est une tragédie pour tous, un concept qui a largement été discuté un peu en économie notamment. En économie, on a donc la spécialisation, on a la technologie qui peut aider ou tuer, on a la destruction de la concurrence par la technologie, on a les systèmes de paris mutuels. Un système de paris mutuel, c'est des systèmes un peu comme le PMU finalement, où on met dans un pot commun et que c'est redistribué en fonction des paris un peu avec les cotes. On a Monsieur le marché, qui est quelqu'un qui vous propose les cours de bourse à un prix, donc il vous propose soit de les vendre, soit de les acheter à ce prix-là, et de temps en temps il est euphorique, et de temps en temps il est maniaco-dépressif. Donc il faut essayer de profiter de Monsieur le marché pour vous, et pas de vivre à ses dépens.
En entrepreneuriat, on a aussi un peu la formule de la chirurgie du cancer qui consiste à supprimer tout ce qui ne fonctionne pas dans une entreprise pour ne garder finalement que ce qui fonctionne. On va avoir aussi, pareil, des modèles mentaux en biologie, par exemple la sélection naturelle ou encore les boucles de rétroaction. On pourrait continuer la liste sur les statistiques, sur la philosophie, sur l'histoire. Globalement, en fait, il ne faut pas comprendre les concepts parfaitement jusqu'au bout des doigts, comme un mathématicien connaîtrait chaque concept mathématique. En fait, il ne faut pas s'attarder sur les détails. Pour les besoins finalement de votre cognition générale, il n'est pas nécessaire d'apprendre les moindres détails techniques d'un modèle mental. Il suffit de se forger une intuition sur la signification fondamentale du modèle mental. Par exemple, pour le concept technique de marge de sécurité, il n'est pas nécessaire d'être capable d'analyser un pont et de calculer la marge de sécurité exacte avec 5 chiffres significatifs. Il faut plutôt retenir l'idée générale et savoir qu'un système doit disposer d'une certaine marge de sécurité avant de tomber en panne. Donc voilà un peu comment vous constituez votre treillis de modèles mentaux et votre pensée transversale pour l'investissement, mais comme je vous le dis, ça peut s'appliquer à beaucoup d'autres choses. Alors une fois que vous l'avez construit, comment vous utilisez ce treillis de modèles mentaux et comment il peut être utile à la prise de décision? Eh bien Munger, il propose un processus en 2 étapes. D'abord, première étape, vous reconnaissez quels modèles mentaux sont à l'œuvre dans la situation en question. Et seconde étape, vous reconnaissez les préjugés psychologiques qui peuvent influencer vos conclusions. Et ainsi, finalement, vos modèles mentaux, ils vont vous permettre de simplifier une problématique ou une situation chaotique complexe en une série de principes simples et pérennes. Et une fois que vous aurez vu le problème de cette manière, il vous sera peut-être plus facile d'en trouver la solution. Alors Munger, il donne par exemple l'exemple du généticien Thomas Hunt Morgan qui, au début du XXe siècle, a interdit les calculatrices dans son département. Alors qu'à l'époque, de nombreux autres généticiens utilisaient des calculatrices pour étudier toutes sortes de statistiques. Et en fait, Morgan, lui, il pensait que les calculatrices, elles conduisaient à une approche étroite, insulaire et improductive qui se concentrait trop sur des détails infimes. En supprimant les calculatrices, les scientifiques pourraient du coup se concentrer sur les grandes idées qui mèneraient à de grandes avancées. Et donc plus sur justement des modèles mentaux, en cherchant à simplifier les problèmes puisqu'ils n'avaient plus les calculatrices à leur disposition. Donc voilà un peu ce que c'est la pensée transversale et les modèles mentaux. Alors maintenant, comment l'appliquer dans votre vie et dans votre vie d'investisseur? Il faut essayer déjà de constituer aujourd'hui votre boîte à outils. Pensez dans quel domaine vous avez des modèles mentaux que vous connaissez bien. Si vous avez fait des études scientifiques, vous pourrez prendre les maths, la physique. Mais si vous avez fait des études de sciences humaines, dans l'histoire, on va pouvoir retrouver aussi des choses et appliquer les modèles mentaux de faits historiques. Donc voilà, déjà quelle boîte à outils vous avez aujourd'hui, comment vous pouvez l'améliorer en apprenant des choses, en lisant des ouvrages un peu basiques sur d'autres domaines, ou en étant curieux, tout simplement en étant curieux. Et après, une fois que vous avez fait ça, moi j'avoue que ça m'a beaucoup apporté un peu cette philosophie de Charlie Munger de raisonner en modèles mentaux. Eh bien, il faut que ça devienne une sorte de réflexe dans la vie quotidienne. C'est-à-dire que vous exerciez, que vous passiez votre temps à exercer un peu vos qualités de conceptualisation. Et essayer de mettre des modèles mentaux en face. Et plus vous le ferez, plus ça deviendra un réflexe. Et j'ai envie de dire, il y a un peu 2 niveaux. Il y a le niveau un peu collégien, un modèle mental, où vous allez appliquer les modèles mentaux un par un. Et puis après, il y a le niveau un peu études universitaires de modèles mentaux, où c'est ce qu'on disait, c'est le fameux treillis, le fameux réseau de modèles mentaux. À un fait ou à un concept unique, pour le conceptualiser, vous allez combiner 2 ou 3 modèles mentaux de votre boîte à outils. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le petit like. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous rappelle tous mes livres sur l'investissement, vous avez le lien dans la description de la vidéo. Bien sûr, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et puis je vous dis à bientôt sur Blog Mes Investissements.